Salut à vous les neuronautes, et aujourd'hui on va parler réinsertion professionnelle et surtout travail en situation de handicap. Vous me direz, pourquoi est-ce que ça me concerne? Eh bien tout simplement parce que nous pouvons tous à un moment dans notre vie être en situation de handicap. Laissez-moi vous raconter une histoire pour vous expliquer tout ça. Suite à une intervention de Neuropro Consulting que j'ai pu réaliser à l'AFPA de Douai-la-Fontaine sur la réinsertion des travailleurs en situation de handicap, il m'a semblé important de faire ce podcast pour sensibiliser le monde professionnel à ce phénomène. Lors de cette intervention, il est apparu un élément marquant. Nous sommes tous potentiellement des personnes en situation de handicap. Douleurs articulaires, maladies chroniques, chocs physiques ou psychologiques, burn-out, autant de risques dans notre vie professionnelle, mais aussi pour notre autonomie. Les personnes que j'ai accompagnées étaient, il y a quelques mois ou années en arrière, des salariés ou des cadres qui connaissaient leur travail et le réalisaient de leur mieux. Alors, un jour, suite à une chute, un accident, un harcèlement de trop ou une tâche réalisée dans des conditions usantes, leur vie va basculer. Dans l'incapacité de reprendre leur ancien poste, ils ont dû faire face à un bouleversement dans leur vie quotidienne. Modifier leurs habitudes, quitter un travail qui pour certains les passionnait, perdre un salaire, autant d'éléments perturbants en plus du handicap reconnu. C'est le deuxième contre-coup après le handicap en tant que tel. La situation de vie et le futur sont incertains, reste donc à se diriger vers cet avenir impalpable. Se relancer professionnellement après un accident de la vie ou un licenciement, quelles sont les pistes possibles? La réinsertion professionnelle n'est pas simple pour tout le monde. Autant certains ont une vision claire, mais des besoins techniques qui n'ont pas. Autant d'autres ne savent pas vers quel métier se tourner. Pour se diriger vers une nouvelle voie, il ne suffit pas de feuilleter des catalogues de formation ou d'explorer les sites d'emploi. Il faut d'abord orienter ses choix vers ses envies, ses passions, ses centres d'intérêt. Cette opportunité, même si elle a la conséquence d'un accident de vie, peut permettre à ceux qui en sont victimes un nouveau départ. Quitte à avoir une nouvelle chance, autant qu'elle permette de s'orienter vers quelque chose qui tient à cœur. Pourquoi? Parce que nous avons plus de chances de nous épanouir et d'être motivés lorsque nous réalisons des activités qui ont du sens personnellement. Surtout qui dit réorientation dit souvent formation. Se replonger dans les cours après plusieurs années, ça demande pas mal d'efforts. Il sera donc bien plus simple de faire ces efforts sur un sujet qui nous passionne. La démarche d'exploration demande un minimum d'ouverture d'esprit et d'abstraction des barrières, chose qui n'est pas facile. Ensuite, pour commencer à faire le tri, lister les contraintes personnelles, géographiques, physiques, psychologiques, ça va nous permettre de créer des filtres, mais avant, il faut absolument avoir une ouverture d'esprit et faire de la créativité. Se laisser toutes les opportunités pour ensuite mettre les barrières. Si on se met les barrières directement, c'est cause perdue puisque directement nous n'arriverons pas à trouver le job qui peut nous permettre de nous épanouir. Alors, évidemment, ceux qui vont permettre de réfléchir aux options, ces filtres-là, ils vont nous permettre d'explorer tout ce qui peut se passer. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il y a des postes dans les régions dans lesquelles je veux éventuellement déménager? Quelles sont les contraintes réelles pour le métier? Autant de questions à se poser. Pour y répondre, les recherches internet sont un bon début, mais les rencontres avec des professionnels restent incontournables pour avoir un retour direct. La réalité du terrain est parfois bien différente de l'image qu'on en a. Lorsque les choix sont faits, il est temps de rédiger CV et lettres de motivation. Ces deux éléments sont basiques, mais la bureautique évolue, et les formats les courriers aussi. Une remise à niveau pour les personnes qui et un ravalement de façade pour ces deux documents vont constituer la suite logique. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise à l'oral, une préparation à l'entretien d'embauche ou de stage peut être une solution, quelle que soit la personne, et évidemment avec un professionnel comme un neurocoach, ça peut être efficace. Dans tous les cas, la présentation du handicap doit faire l'objet d'un travail particulier car elle représente l'un des points les plus compliqués à expliquer, la spécificité du handicap. Quelles aides pour les demandeurs d'emploi ayant une RQTH? Cette RQTH, cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, est obtenue à la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Et elle va permettre d'ouvrir les portes aux travailleurs une fois les choix de carrière effectués. Alors, que permet cette RQTH? Eh bien déjà, un accompagnement par Cap Emploi, qui est un organisme de réinsertion comme Pôle Emploi, mais avec des spécialistes des personnes en situation de handicap. Elle permet aussi de rentrer dans la fonction publique avec une procédure simplifiée. Autre élément que permet la RQTH, c'est de faire partie des 6% de personnel en situation de handicap qui sont obligatoires pour les entreprises de 20 salariés et plus. En fonction du degré de handicap, évidemment, vous pouvez bénéficier d'une allocation, l'allocation adulte handicapé AAH. Dernière chose, grâce à l'AGFIP pour le privé et la FIPHFP pour la fonction publique, des fonds peuvent être débloqués pour financer une partie ou totalement les formations dont vous avez besoin
Elle peut aussi donner des primes aux structures qui proposent des contrats et enfin vous aider pour ergonomiser, adapter les postes de travail en fonction des moyens qui sont proposés. Alors, bien que ces éléments soient présents pour l'insertion et la réinsertion des personnes en situation de handicap, les chiffres restent négatifs. Je vous mets les documents complets en lien et pour prendre un exemple, selon l'INSEE, environ 762 jours de chômage de moyenne pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire plus de 200 jours que le public non handicapé. Il faut donc continuer à sensibiliser les pouvoirs publics et le privé pour soutenir les personnes en situation de handicap, car demain, c'est peut-être vous. Voilà, ce podcast se termine maintenant. J'espère qu'il vous aura intéressé. Évidemment, partagez-le sur les réseaux sociaux si c'est le cas. Pensez à mettre le like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast et prenez soin de vous.